Bonjour à tous. Je suis un petit peu surpris d'être là aujourd'hui puisque je ne pensais pas être le premier hôpital à avoir le label Éco-Jardin. Il faut savoir que ce label Éco-Jardin, c'est pas vraiment quelque chose, un objectif pour nous, c'était vraiment quelque chose que mes voisins de la ville de Dijon, dont je suis un ancien aussi des espaces verts, me disait mais tout autour de ton hôpital, nous avons des labels Éco-Jardin. Monsieur Château était venu rencontrer mon directeur aussi pour insister. Et nous, on avait nos pratiques et on disait ben oui, mais c'est beaucoup de travail et on en a déjà pas mal. Bon. Après, c'est un établissement particulier puisque c'est un hôpital psychiatrique. On est à peu près 1200 employés. On a à peu près 300 lits. C'est quelque chose de particulier parce qu'il y a un patrimoine que je vais vous montrer tout à l'heure qui est vraiment énorme, aussi bien au niveau architecture que végétal, que faunistique. Et puis c'est une politique menée depuis 20 ans que je suis là, qui est... alors c'est des échéances un peu particulières. Moi qui venais du territorial où on a des échéances qui sont souvent liées au mandat, là, des directeurs d'hôpitaux sont souvent là pour plusieurs dizaines d'années, où ils peuvent rester 20 ans. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire bouger les choses. Donc, voilà. Donc, c'est un patrimoine historique. Alors, un peu particulier, puisqu'il date en partie du XIVe siècle. Il a été rasé à la Révolution. Il ne restait que le puits de Moïse. Et ce puits de Moïse, c'est de la sculpture qu'il y a à l'intérieur. Les monuments historiques nous disent que c'est aussi important en sculpture que la Joconde en peinture. Donc on a énormément de visiteurs d'écoles d'art qui viennent visiter l'hôpital. Voilà, donc c'est le fameux puits de Moïse. Donc au milieu du 19e siècle, il y a eu l'État qui a décidé de créer un asile d'aliénés, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et donc ces établissements vivaient assez éloignés du centre-ville. Maintenant, ils le touchent, donc c'est quelque chose... et vivaient pratiquement en autarcie. Donc il y a un passé et un lien fait avec tout ce qui était culture, puisqu'ils faisaient pousser leurs légumes. Et l'ancienne équipe des espaces verts était composée pour moitié de maraîchers. Et puis autrement, il y avait tout un élevage de cochons pour nourrir. Il y avait un retour pour nourrir les cochons avec les restes de nourriture. Il y avait les vignes, puisque sur le site, il y avait des vignes. Il y avait beaucoup de cultures qui étaient vraiment pour nourrir l'ensemble des patients, mais sur des zones complètement pauvres, puisque ça s'appelait la Chartreuse de Champmolles, simplement parce qu'on était sur des marécages. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez difficile, malgré tout. Ce lien a toujours existé et les patients participaient, et inversement, la culture participait aux soins. Donc voilà, le parc fait 25 hectares, il y a à peu près 800 arbres, donc 200 variétés différentes. Ça, c'est un héritage lorsque je m'occupais de la pépinière à la ville de Dijon. Il y a 500 espèces d'arbustes. En fait, ce qui a augmenté beaucoup, c'est le jour où on a commencé à enlever les monospécifiques et à faire des haies vives. C'est aussi du coup une ressource pour les écoles en aménagement du paysage qui viennent faire de la reconnaissance de végétaux sur place. C'est 12 hectares de gazon et prairies. Donc on a transformé 9 hectares de prairies en zone extensive avec en plus, on a planté des arbustes spécialement faits pour les insectes et les oiseaux. Et puis, on a encore 600 hectares de massifs et de jardinières où on commence à faire maintenant du fleurissement depuis plus de 10 ans, du fleurissement pérenne, de façon, par exemple, des bulbes, on remet des narcisses, on remet des perce-neige, des muscaries. Alors, on essaie de trouver des espèces d'origine, mais ce n'est pas toujours facile. On a mis de l'ail des ours récemment. Mais on a déjà mis, en 10 ans, on a mis plus de 20 000 narcisses pour avoir un fleurissement assez important au printemps. Et puis dernièrement, on a fait un verger patrimonial. Alors pourquoi ? Parce qu'on avait des vieilles variétés de fruitiers du fait qu'on nourrissait les patients.
Et donc on voulait les sauver en les multipliant et pouvoir refaire un verger, même si la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas nourrir les patients avec les légumes ou les fruits qui sont sur le site. C'est la loi. Vous allez voir que la loi dans un hôpital, c'est pour ça que sûrement vous n'avez pas beaucoup de candidats, c'est assez compliqué. Donc voilà, nous ce qu'on voulait surtout vous dire, c'était les étapes qui nous avaient menés à faire, à candidater sur ce label Éco-Jardin et comment on avait transformé le parc. Donc le refuge LPO, sur la Ligue de protection des oiseaux, on a été aussi le premier hôpital à obtenir ce label qui nous obligeait aussi à zéro phyto. Donc on n'a pas pu le faire sur la totalité du site puisque la partie monument historique nous obligeait à un entretien. Alors à ce moment-là chimique, maintenant on est manuel, on a fait du thermique et on va passer complètement mécanique. Mais c'est une contrainte importante puisque quand on a voulu végétaliser le site comme ils l'ont fait au cimetière, pour l'instant on n'a pas eu encore l'autorisation des monuments historiques. Il faut dire aussi qu'on est en zone inondable à 60% du site, ce qui nous oblige à certaines contraintes aussi dans le fonctionnement. Et puis l'aménagement des espaces verts est lié à la première question qu'on se pose quand on fait de l'entretien et de l'aménagement, c'est la sécurité dans un hôpital psychiatrique. Donc on est obligé de faire de petits bosquets de façon à ce que personne ne puisse se cacher à l'intérieur ou dissimuler des choses. On a une prairie de 3 hectares où on est obligé de faire des cheminements pour pouvoir retrouver éventuellement une personne qui se serait perdue ou cachée. Donc c'est sans arrêt notre mot d'ordre, protéger, assurer la sécurité des patients, des familles et du personnel. Donc malheureusement, souvent, l'image de l'hôpital psychiatrique fait qu'on n'avait pas envie de rentrer. Moi, je suis candidaté pour ce poste à la Chartreuse, je n'étais jamais rentré dans l'établissement parce que c'est entouré d'un grand mur, des grandes grilles. Donc le challenge depuis que je suis dans cet établissement, c'était de déstigmatiser la psychiatrie et puis d'ouvrir ce patrimoine exceptionnel aux Dijonnais qui souvent ne viennent pas. On a plus de visiteurs étrangers que de visiteurs dijonnais. Alors c'est en train de changer avec les difficultés qu'on peut imaginer au niveau de la propreté, du nettoyage et de la sécurité encore une fois. Donc voilà. Après nous avons fait donc la restauration du ruisseau de la Chartreuse, donc ça c'est dernièrement, afin de respecter la loi sur la continuité écologique et sédimentaire européenne. Donc en fait on avait un bief, puisque c'est un ancien cours d'eau où il y avait des moulins, à l'extrémité il y avait un vannage, et donc en cassant le seuil du vannage, on a pu obtenir l'année suivante une reproduction de truites avec des spécimens jusqu'à 50 cm. Donc c'est devenu une frayère à truites avec une réserve. Et puis aussi, on commence à voir des espèces nouvelles qui apparaissent et tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout le biotope, les oiseaux, la vie macrobenthique, tout ce qui est dans le substrat. Et donc c'est un challenge qui est plutôt réussi avec la Fédération de pêche. Vous imaginez bien que dans un établissement, avec tout ce que vous entendez parler en ce moment, ce soit sur les hôpitaux ou la psychiatrie au niveau des budgets, on est souvent en difficulté, nous, pour porter nos projets. Ce projet de réfection du bief était subventionné à 80%, ce qui nous a permis de le réaliser et de répondre un peu aux questions qu'on nous a posées au niveau financier, quoi. Donc c'est un gros montage financier, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant pour l'environnement. Donc les étapes dans la mise en place d'une gestion écologique. Donc ça a été la première chose quand je suis arrivé, voilà, c'était la mise en place d'un plan de gestion du parc en partenariat avec l'ONF. Alors je pense que on a bénéficié d'une chose, ce parc n'a pas été géré pendant 40 ans pratiquement. On s'est occupé uniquement des patients, de les nourrir, ainsi de suite. Et il y avait des zones dans le parc qui n'étaient pas du tout entretenues. Et c'est certainement ce qui a préservé ce biotope assez exceptionnel. Donc évidemment, quand je suis arrivé, on a été aussi le premier établissement à solliciter l'ONF pour faire un plan de gestion et puis une expertise du parc. Et donc on a coupé à peu près 200 arbres, on en a replanté une 50aine, que des arbres dangereux. Et depuis, on a un plan de gestion qu'on remet à jour régulièrement
et qui nous permet d'introduire des nouvelles espèces, mais en respectant... Alors, j'entends souvent respecter la flore locale. Je pense qu'aussi, il faut un peu anticiper. Et on a fait quelques expériences depuis des années, et introduire des espèces qui sont peut-être plus au sud pour l'instant, mais qui vont certainement être dans leur élément dans quelques années. Sachant que, alors pour les gens qui sont sur l'est de la France, nous avons un gros problème avec les frênes qui disparaissent avec une maladie qui s'appelle la calarose. Et donc tout l'est du département, pratiquement tous les frênes sont morts maintenant. Et ça pose des gros problèmes, entre autres, le long des cours d'eau. Donc voilà, ce partenariat avec l'ONF a permis aussi à l'ONF de se former. Parce qu'ils avaient l'habitude d'être dans les bois. Et par exemple, ils coupaient toutes les écorces incluses, tous les arbres qui étaient à double fourche. Donc, et ils se sont confrontés aux espèces de parc, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et après, ils ont monté de très très beaux projets, des très belles expertises suite à ce truc-là. Bon, après, voilà, c'est un changement. Alors moi, je suis un pur produit phyto, on va dire, puisque je travaillais en plus en serre, en floriculture, et je savais travailler tout ce qui était chimique. Donc, c'est à l'entretien. Quand on a dit on ne fait plus de l'entretien, mais on va avoir les notions de gestion, c'est quelque chose d'assez bouleversant pour un gestionnaire. Donc, malgré tout, on s'est posé des bonnes questions, on a observé. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, mais surtout, c'est simplement de l'observation et de la logique. Il n'y a rien de plus. Alors, la difficulté que vous avez tous rencontrée, on en a parlé, c'est l'herbe, puisque dans le temps... D'accord. Donc l'herbe, donc où c'est assez compliqué puisque les gens avaient l'habitude à du... Alors ils nous disaient c'est propre. Alors je leur explique souvent que le vide c'est pas le propre. Voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin un peu de comprendre. Alors j'accélère. Et puis nous on est donc le refuge pour la Ligue de protection des oiseaux, donc où entre autres, on a 2 espèces repères. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait un faucon cresserelle. Donc, c'est le même qui s'est envolé et qui est mais c'est la même espèce exactement, qui se plaît particulièrement dans les bâtiments. Et puis, à gauche, c'est un cingle plongeur. Donc, c'est un oiseau assez remarquable. Alors, on pense qu'il vient peut-être du parc de l'Arquebuse où l'eau s'est rarifiée. Et c'est un oiseau qui marche au fond de l'eau pour se nourrir. Vous pouvez l'observer souvent vers des ouvrages sur des rivières. Et puis après, donc, on a mis en place la gestion différenciée avec un comité de pilotage sur le développement durable au sein de tout l'établissement. C'est une réflexion qui est un petit peu nouvelle, sachant que nous, ce qui nous importait aussi beaucoup, c'est toute la partie sociale. Ensuite, un gros travail de formation sur 2 ou 3 ans, sur de la gestion de l'eau, les alternatives au désherbage, le nouveau fleurissement. On a vu apparaître, nous aussi, des espèces comme plusieurs espèces d'orchidées sauvages et un travail avec le muséum et les espaces verts pour faire des inventaires sur le site. On est passé à 0 phyto en 2015 sur la totalité du site. C'est là qu'on a choisi. De toute façon, bon, on a été obligé au bout d'un moment, mais surtout, c'était avec les monuments historiques qu'ils acceptent qu'il y ait par moment un peu d'herbe. Et donc ça fait du désherbage manuel et c'était ça la plus grosse difficulté et non pas tout ce qui était traitement sur les insectes. Nous on a fait un petit peu la même chose qu'on a entendu ce matin. Tout ce qui était buis par exemple c'est coupé et on n'en a plus pour l'instant sur le site. Donc on a aussi créé un sentier botanique pour valoriser un peu les espèces qui étaient présentes. Il y a des gens qu'on reconnaît sur le... Et puis, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça a déclenché un phénomène de visite dans cet hôpital qui était très refermé sur lui-même. Et donc, je fais à peu près 7-8 visites par an du site, y compris dans les rendez-vous au jardin. Donc là, ça devient limite gérable parce que la dernière fois, on était une 50aine de personnes et c'est un peu difficile pour causer et que tout le monde entende. Voilà, donc la mise en place du verger patrimonial. Avec la difficulté toujours que normalement les patients n'ont pas le droit de manger les fruits, mais bon quand ils se promènent dans le parc, voilà. Mais officiellement, on a mis parallèlement en place aussi des jardins thérapeutiques, de la zoothérapie. Vous avez pu voir sur TF1 un cheval qui s'appelle Peyo qui est rentré dans une maison de retraite. C'est assez exceptionnel parce que moi je l'ai vécu sur place
avec une personne âgée qui parlait plus depuis 1 an, et quand elle a vu le cheval, elle s'est remise à parler. Donc c'est assez tout l'hôpital, et on pense qu'on va travailler un peu aussi sur la zoothérapie. On parle d'orthithérapie aussi pour les activités de jardinage. C'est vraiment quelque chose qui nous a permis de dialoguer avec les psychiatres, entre autres. Donc voilà la restauration physique du ruisseau, où on voit bien que c'est un reméandrement et puis un apport de substrat. Et après, on laisse faire la nature, en fait. Donc le dossier de candidature du label Éco-Jardin, donc c'était un gros travail. J'avais pas trop le temps, et donc j'ai sollicité une ancienne stagiaire en licence pro qui est enseignante maintenant, Charlène, qui est là avec moi aujourd'hui, et qui m'a aidé à rédiger le dossier. Et je pense que sans elle, je ne serais pas arrivé, ainsi que mes collègues de la ville de Dijon, puisque je suis allé les voir pour voir un peu comment était fait le dossier, les éléments qu'il y avait, ainsi de suite. Donc moi j'ai mis 2019 parce que pour nous c'est à partir de cette année qu'on va faire un peu de communication sur le label Éco-Jardin. Alors j'étais très surpris parce que moi j'ai pas eu la nouvelle tout de suite, alors que en fait c'est par les réseaux sociaux que j'ai appris qu'on avait obtenu, et tout le monde m'a envoyé des messages en me disant félicitations. Alors je me demandais bien pourquoi. Et puis alors, victime du succès, je me suis retrouvé à la tête d'un service qui a évolué, qui s'appelle le service environnement maintenant, où on m'a demandé de travailler sur la totalité des déchets de l'hôpital. Donc on travaille aussi avec le département. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça fait partie pour moi du développement durable. Et par contre, il y a énormément de travail et ça coûte très très cher dans les hôpitaux. C'est un budget énorme. Donc voilà, puisque donc pour obtenir ce label, mais surtout comment on a pu le mettre en place, c'est avec le soutien des décideurs. Alors mon directeur malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est parti, il a été muté sur Toulouse. La formation des techniciens tous les ans, et l'accompagnement au changement, vraiment pour tout le monde. Et des partenariats constructifs, donc vous voyez Dijon, l'Office national des forêts, la Fédération de pêche, la LPO et le Grand Dijon, et on va pouvoir rajouter Plantes et Cités, puisque maintenant, visiblement, on fait partie de ce groupe. Voilà.